Bien, poursuivons notre exploration avec la forteresse suivante, et qui est proprement au centre. On arrive au cœur de la route, en quelque sorte, puisque nous abordons le défilé du Wadi Hammamat, en plein au cœur des montagnes, dans une zone où, depuis une époque très ancienne, on va le voir, on extrayait de la pierre de Beren et de l'or. Le fort du Bir Hammamat, dont malheureusement nous ne connaissons pas le nom antique, a été fouillé en 1997. Il est situé à 80 km de Koptos et à 95 km de Myos-Hormos, presque au milieu de la route, au débouché du wadi, ici, une espèce de croisement de wadi, et donc garde ce défilé. Les dégagements ont montré que l'enceinte est un carré de 53 mètres de côté, défendu, comme vous le voyez là aussi, par des tours rondes aux angles, mais avec des tours carrées au niveau de la porte. Une autre particularité qui est probablement une incidence chronologique, c'est que la défense a été renforcée par une tour carrée ajoutée dans un second temps sur la courtine sud. Là, vous voyez ici une vue d'ensemble du fort avec sa porte au nord, donc la piste antique passée ici. Au centre, le puits, qui est une réfection d'époque moderne. Et ici, vous le voyez mal sur la photo satellite, mais on le verra mieux sur le plan, il y a une petite mosquée d'époque médiévale. Vous voyez ici le fort qui est très ensablé avec le puits central au milieu et la mosquée dont vous distinguez ici le mihrab. Alors, les dégagements que j'ai pu faire ont montré que la porte était très différente de celle des forts de Crocodilo et de Maximianum, car elle est encadrée par deux tours quadrangulaires. Que vous voyez ici, dans la couche de destruction, donc vous voyez ici une vue de la porte avec le seuil et puis les deux tours. Et dans la couche de destruction, j'ai mis au jour, j'ai recueilli les fragments d'une inscription de fondation en calcaire blanc qui aurait été très importante et très intéressante puisqu'elle nous aurait donné probablement le nom et la date de la fondation, mais elle est malheureusement très incomplète car elle a été brisée en de nombreux morceaux et que la partie qui a été jetée à l'extérieur de la porte a été emportée par le wadi. Je n'ai pas pu retrouver les fragments manquants. Telle qu'elle est, on peut y lire le titre du préfet d'Égypte, ce qui ne nous apprend pas beaucoup, et en tout cas qui ne nous donne pas son nom. On peut voir qu'on traite aussi du préfet de Bérénice, dont la seule chose que nous savons, c'est que son cognomen, son surnom en quelque sorte, sont terminés en bous ou en beau, que vous voyez là, et qui n'a pas pu être identifié jusqu'ici. Ça rend la datation de la construction d'autant plus aléatoire que le dépotoir qui aurait été à l'extérieur ici a été totalement lui aussi emporté par le wadi. Tel qu'il est, j'ai pu distinguer trois phases de construction dans le rempart, mais je n'ai pas été capable de les dater précisément. Tout ce qu'on peut voir, c'est une évolution sans de moyen de le caler chronologiquement. L'intérieur du fort est occupé comme les autres par des casernements. Alors j'ai dégagé principalement ceux-ci, mais il y en a sur tous les côtés. Et casernements qui ne nous apprennent non plus pas grand-chose dans la mesure où leur sol, qui était parfois dallé avec des pierres de Beren, leurs sols ont été totalement nettoyés et n'ont livré pratiquement aucun tesson, sauf quelques petits fragments qui sont datables de la seconde moitié du IIe siècle. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que le fort existait au IIe siècle, dans la deuxième moitié du IIe siècle, et qu'il a été construit probablement postérieurement à la série des forts du type Crocodilo que nous venons de voir
parce que l'architecture des tours est différente. L'impression que j'ai, mais évidemment je ne peux pas le prouver, c'est que ce fort a succédé à Crocodilo. Probablement parce que le fort de Crocodilo que nous venons de voir était situé dans une zone inondable. Une première fois, donc, le Wadi a emporté la partie sud, comme je l'ai dit. On a transféré la porte au nord. Mais il y a dû y avoir d'autres accidents de ce type et je suppose que l'armée a dû considérer que l'endroit n'était pas suffisamment sûr et donc j'imagine qu'on l'a désaffecté donc dans la décennie 130 après Jésus-Christ et si on l'a désaffecté, c'est qu'on a dû trouver un emplacement meilleur pour en construire un autre, ce qui est le cas du Bir Hamamat. Et donc j'ai tendance à penser que ce fort-là succède à l'autre et que celui-ci est occupé jusqu'à la fin du IIe siècle après Jésus-Christ, comme les autres forts de la route. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, il y a très très peu de matériel archéologique sur le site. On n'a trouvé aucun ostraca et l'inscription est très incomplète, donc je ne peux pas prouver cette reconstitution, mais j'y crois assez. Alors comme l'emplacement était particulièrement favorable, il n'a cessé d'être occupé au fil des temps. Au Moyen-Âge, probablement au cours du XIIIe siècle, on a construit une mosquée en plein air ici, car ce fort du Bir Hamamat, avec son puits qui est ici, qui a été reconstruit à l'époque moderne, ce fort était donc idéalement situé sur la route que les pèlerins qui venaient de Couche et qui se rendaient à la Mecque empruntaient au cours des XIIIe, XIVe, XVe siècles, puisqu'ils allaient s'embarquer pour la Mecque dans le port de Qusr al-Kadim, port qui lui-même avait succédé à celui de Myos Hormos. Donc c'est le dernier avatar, mais je ne me suis bien entendu pas du tout occupé de cette phase chronologique et je n'ai pas du tout touché à la mosquée qui reste à explorer. Alors l'étape suivante nous permet de rentrer dans la zone du défilé du Wadi Hamamat, zone qui est exploitée, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, dès une époque très ancienne pour cette belle pierre de schiste noir qu'on appelle en allemand le Grauwacke et en égyptien le Beren, et aussi pour les mines d'or. Alors la première station qui suit la station de Bir Hamamat est une petite station ici, juste en face du Panéion du Wadi Hamamat, sur lequel nous reviendrons plus tard. Je vous en dis juste un mot pour que vous compreniez. Donc, c'est une paroi rocheuse où des inscriptions d'époque pharaonique représentent le dieu Min, vous voyez, donc, assimilé à Pan, bien reconnaissable à son phallus dressé qui est ici. Tout autour, il y a des inscriptions sur lesquelles nous reviendrons par la suite de marchands d'époque ptolémaïque et surtout d'époque romaine, dont certains sont connus par ailleurs. Mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est ce qui est situé en face immédiatement du Panéion du Wadi Hamamat, c'est ce poste militaire qui a été dégagé dans les années entre 1987 et 1988 par Anigas, membre de l'Institut français d'archéologie orientale au Caire, poste militaire qui n'est pas fortifié et qui en fait regroupe à la fois des logements pour les soldats et des logements pour les carriers, car nous sommes juste à l'entrée donc de ces grandes carrières de schiste noir que vous voyez là. Là ici, il y a un naos, donc une très belle pierre qui permet de faire de belles statues, mais aussi de belles inscriptions. Et carrières qui ont été ouvertes à de nombreuses reprises. On a des attestations au Moyen Empire, au Nouvel Empire, à basse époque, et qui ont été nouveau exploitées de façon très intense au début de l'Empire romain, notamment à partir de la fin du règne d'Auguste et sous Tibère, et de fait, ce poste militaire est édifié sous le règne de Tibère, plus précisément en 18 après Jésus-Christ, lorsque Publius Juventus Agathopus, directeur
de tous les métallats d'Égypte, c'est comme ça qu'il se qualifie, de toutes les mines d'Égypte, et affranchi de Publius Juventus Rufus, lui-même préfet de Bérénice et archimétallarque des gisements d'émeraudes, de topazes, de perles et de toutes les mines d'Égypte et de toutes les carrières d'Égypte. Donc lorsque ce personnage, Publius Juventus Agathopus, a fondé un petit naos, que vous voyez là, un petit sanctuaire avec une inscription qui est située sur cette pierre. Ce qui nous intéresse ici, c'est que autour de ce petit sanctuaire se sont agglomérées des constructions qui regroupent en fait 13 constructions au nord et une douzaine au sud, qui sont des espèces de cellules dans lesquelles vivaient, avec des banquettes, dans lesquelles vivaient les carriers et vivaient aussi les soldats. Alors nous le savons parce qu'il y a à la fois beaucoup de graffitis et d'inscriptions qui couvrent la période claudienne, néronienne, et dont les dernières inscriptions sont datées de 68 après Jésus-Christ. Mais on le sait aussi parce que dans les dégagements qu'avait effectué Anigas, ont été trouvés 41 ostracas qui s'inscrivent dans cette période et qui donnent un éclairage sur les activités qui se faisaient dans ce village de Carrier, où stationnaient donc des militaires. Les militaires devaient à la fois encadrer, bien sûr, le fonctionnement de la carrière, le contrôler, et ils devaient aussi contrôler les activités sur la route. Et j'ai tendance à mettre en relation ce poste militaire avec celui que nous verrons tout à l'heure, poste qui précède celui d'Al-Zarqa, qui est situé à une quarantaine de kilomètres de là, et qui marque donc une phase dans le contrôle de la route, avant que les premières forteresses soient construites. Donc je crois que là on a affaire à une phase on est entre la fin du règne d'Auguste et, disons, Vespasien, où il n'est pas nécessaire d'avoir des forteresses sur la route, parce que, d'ailleurs, Strabon le dit clairement, les populations locales ne sont pas agressives, il n'y a pas de brigandage, et donc on a simplement quelques postes militaires qui servent de relais, où l'armée contrôle ce qui se passe dans la zone, encadre les activités économiques, mais n'a pas besoin véritablement de se défendre. L'étape suivante, et qui est très importante, et malheureusement, là encore, assez mal connue, c'est la zone du Birum Faharir, ce qui veut dire en arabe le puits des poteries. Et effectivement, on marche sur les poteries antiques lorsque on est dans ce secteur, qui est situé à peine quelques kilomètres à l'est de la station qu'on vient de voir. Et à l'époque romaine, ce secteur s'appelait Persou. Nous le savons par les ostracas qui ont été trouvés. Mais l'occupation est beaucoup plus ancienne, et deux facteurs ont contribué à fixer l'occupation humaine dans ce lieu. D'une part l'eau, et d'autre part l'or. Les abords du Bir Faharir sont formés, donc dans les montagnes que vous voyez tout autour, sont formés de granit qui sont entrecoupés de filons de quartz aurifère et qui ont été exploités depuis une époque très reculée, peut-être dès l'Ancien Empire. Nous avons vu en effet que le papyrus de Turin représente cette zone et donc montre cette exploitation au Nouvel Empire. Le minerai est extrait en suivant les failles de quartz aurifère et puis il était broyé dans des meules de granit. Les déchets d'extraction de toute époque ont formé des halles que vous voyez ici, on l'en voit de tous les côtés, et l'exploitation est revenue à période régulière. On a une exploitation au cours de l'époque pharaonique, une exploitation à l'époque ptolémaïque, puis un abandon de l'exploitation à l'époque romaine impériale, et nous verrons pourquoi lorsque nous traiterons ces questions, tout simplement parce que quand l'Égypte à ce moment-là est intégrée dans l'Empire romain, les empereurs de Rome ont des mines beaucoup plus rentables à exploiter, que sont les mines du Léon en Espagne, puis de Dacie en Roumanie. Et au contraire, elles repartent à l'époque byzantine
et au début de la période arabe, parce que justement la partition de l'Empire fait qu'on n'a plus accès aux grandes mines d'or exploitées jusqu'alors. Il y a à nouveau une phase de latence, et puis ça a recommencé dans les années d'immédiate avant-guerre jusqu'à l'après-guerre. On voit ces ruines-là qui sont les restes d'une exploitation des années 30 à 50, et ça recommence à nouveau parce que, comme vous le savez, la hausse du prix de l'or rend rentable l'exploitation de gisements qui jusqu'alors ne l'étaient pas. Donc on a cette exploitation qui est cyclique en fonction à la fois des vicissitudes politiques et des vicissitudes économiques. Mais je n'entre pas dans ces détails car évidemment nous y viendrons lorsque nous étudierons de façon plus approfondie l'exploitation des ressources naturelles du désert oriental. Ce qui nous importe de savoir aujourd'hui, c'est que cette exploitation cyclique a créé des ruines de toutes les époques qui s'enchevêtrent, qui sont difficiles à comprendre et qui n'ont pas été véritablement fouillées, sauf pour la phase byzantine où Carol Meyer et l'Université de Chicago ont pu faire un travail principalement d'ailleurs de prospection et de quelques fouilles. L'autre facteur tout à fait important pour la fixation de la population de cette zone, c'est l'eau. En effet, la nappe phréatique est située à faible profondeur et il y a des puits qui sont encore aujourd'hui utilisés par les habitants. Et cette abondance de l'eau permettait d'une part de laver facilement le minerai d'or et d'autre part d'entretenir des jardins qui sont bien attestés par les ostraca du 1er et du 2e siècle de notre ère, les ostraca que nous avons trouvés dans les autres forts de l'armée. C'est de Persou, c'est-à-dire de cette zone, que viennent les légumes frais qui approvisionnent les forteresses situées le long de la route. Donc, une fonction économique qui a certainement été très importante et qui, évidemment, justifie une présence importante humaine dans ce secteur. Présence donc nous avons du mal à déceler parce que, comme vous le voyez, il faudrait des travaux considérables pour mieux comprendre et dégager ces zones qui sont recouvertes d'énormes déblais d'exploitation de toutes les époques. Alors voilà, vous distinguez quelques murs qui apparaissent dans une zone qui me paraît être principalement, dans ce secteur-là, qui me paraît être principalement d'époque ptolémaïque, parce que j'y ai trouvé de la céramique à vernis noir et des amphores du 3e et 2e siècle avant Jésus-Christ. Mais quelque part, il y avait aussi dans ce secteur un praesidium, une forteresse, puisqu'on a trouvé un lot d'ostraca durant la Seconde Guerre mondiale. Lié à la phase ptolémaïque, il y avait aussi un temple qui aujourd'hui ne se voit plus, mais que Arthur Weigall avait décelé en 1907. Il avait pu le mesurer, un temple qui n'était pas très grand, qui faisait 12 pieds par 22 pieds, dédié par Ptolémée III et Vergette, et que jusqu'à présent nous n'avons pas pu retrouver car le secteur a été très bouleversé assez récemment, à la fois par les exploitations d'or, puis par la construction de divers bâtiments, dont une cafétéria. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il reste une colonne du temple qui se trouve sur le bord de la route. Et donc, un secteur sur lequel il y a beaucoup à travailler, éventuellement pour retrouver peut-être le praesidium d'époque romaine dont je vous ai parlé, car il a livré donc dans l'entre-deux-guerres, ou plutôt pendant la guerre, un lot d'ostraca qui est connu sous le nom des ostraca du Fawarir, qui ont été mis au jour lors de l'exploitation de déblais antiques par une compagnie minière anglaise qui s'appelait l'Egyptian Mining and Prospecting Company, dans des conditions qui évidemment n'ont rien de scientifique. Donc tout ce qu'on a, c'est ce lot d'ostraca qui est fait qui est d'un assemblage certainement d'ostraca qui viennent de divers niveaux, puisqu'il y a un texte du IIIe siècle avant Jésus-Christ, mais le gros des ostraca vient d'une période que nous connaissons bien, car nous retrouvons les mêmes noms dans ces ostraca que ceux que nous avons trouvés dans les fouilles de Maximian et de Crocodilo, c'est-à-dire au cours des règnes de Trajan et d'Adrien. Ces échanges de correspondance montrent que Fawarir remplissait alors les fonctions d'un centre économique important
C'est là qu'il y avait de l'eau, c'est là qu'il y avait un thésauros, les textes nous le disent, et c'est là qu'on commerçait des céréales et du vin et qu'on cultivait toutes sortes de légumes et d'herbes aromatiques. Donc, il y a tout un travail à faire sous ce secteur que nous n'avons pas pu faire et qui reste à faire. La partie la mieux connue, donc, est celle d'époque byzantine, car après une période d'abandon possible, mais bon, qui n'est pas prouvée entre la fin du IIIe siècle et peut-être le IVe siècle, l'habitat semble s'être déplacé dans les wadis qui sont situés à l'est de la station principale, dans le wadi al-Fawahir lui-même et puis dans le wadi al-Sid, et qui, comme vous le voyez, vont être extrêmement densément occupés à l'époque byzantine. Les travaux de l'université de Chicago ont montré que le village de mineurs recoupait plus de 250 huttes de mineurs. Ce sont toutes ces petites cellules que vous voyez là, et on pense qu'il y avait peut-être 1 millier de personnes qui travaillaient dans ce secteur au cours des 5e, 6e et 7e siècles après Jésus-Christ, et c'est ça qui a généré cette quantité énorme de céramique, et notamment d'amphores, parce que les mineurs buvaient beaucoup de vin qui était importé de la vallée et qui était importé de Cilicie, et on marche littéralement sur les tessons d'amphores dans ce secteur. C'est d'ailleurs la phase finale d'occupation. Évidemment, à cette époque-là, la route ne fonctionne plus comme étant une voie commerciale, mais fonctionne uniquement pour approvisionner les mineurs et pour ramener l'or extrait dans ces mines. La route donc se poursuit après Persou, donc ce village de Persou, dont l'histoire est très complexe mais que nous avons du mal à débrouiller, se poursuit en franchissant un col ici et aboutit, après une vingtaine de kilomètres, au fort de Maximianon, que vous voyez ici, qui est, lui, le mieux connu de la route. Il est le mieux connu car c'est le mieux conservé probablement, c'est l'un des mieux conservés de tout le désert oriental, certainement le mieux conservé de la route de Myos-Hormos, et il est situé donc à 65 km de Kosser, c'est-à-dire à 65 km de la route, dans une vallée qui, comme vous le voyez, est très resserrée, au milieu des montagnes, et il comprend, à l'époque de sa extension maximale, c'est-à-dire à la fin du 1er siècle et au 2e siècle après Jésus-Christ, un fort carré avec son dépotoir qui était totalement un petit cimetière qui est situé ici. Nous l'avons fouillé entre 1994 et 1995 et nous avons pu mettre au jour à la fois le site lui-même, qui était d'ailleurs relativement propre, vous le verrez, parce que c'est une zone où il y a peu de sable, et donc le site était très peu ensablé, et qu'il avait été totalement nettoyé par les Romains avant de partir. Et nous avons donc pu dégager le fort lui-même, et nous avons aussi beaucoup étudié le dépotoir, qui était très grand, et qui était presque parfaitement conservé. Je dis bien presque parfaitement, car une partie du dépotoir a été emportée par le wadi dans cette zone, et qui évidemment nous prive d'une analyse totale, mais ceci dit, nous avons eu des résultats tout à fait importants, car nous avons pu fouiller le dépotoir sur 625 mètres carrés, et comme son épaisseur variait de quelques centimètres dans ce secteur, mais jusqu'à 1,45 m de hauteur, nous avons pu fouiller un volume de déchets de l'ordre de 325 mètres cubes, ce qui nous a permis de reconstituer assez clairement l'histoire du fort et de ce qui précède. Parce que ce qui fait la particularité de ce fort de Maximianon, c'est qu'il prend la suite d'un établissement antérieur qui est situé justement sous le dépotoir, qui n'était pas connu jusqu'alors et que nous avons découvert en fouillant le dépotoir et en trouvant les premiers niveaux. Cet établissement antérieur est du même type, je crois, que celui qui a été dégagé par Anigas dans le Wadi Hamamat.
Et donc, je crois qu'il s'agit d'un poste militaire non fortifié datant du 1er siècle après Jésus-Christ. Nous n'avons pas une vision totale de l'ensemble, car malheureusement, comme vous le voyez, le Wadi a emporté une partie indéterminée des vestiges, peut-être relativement importante, et donc nous n'avons que certaines pièces, leur façade et une grande cour située sur le devant. Les murs, en fait, dessinent des pièces d'habitation. Certaines sont précédées, vous voyez, de coffres de pierre qui sont situés là, peut-être qu'on peut voir sur la... Non, on ne le voit pas sur cette photo-là, qui sont en fait des mangeoires pour les chevaux. Et je crois donc que nous avons affaire à un poste occupé par la cavalerie, et qui donc garde à intervalles réguliers. Et si on pense qu'il y avait un autre poste dans le Wadi Hammamat, il y a ce poste ici à Maximianon, je crois qu'il y a un autre poste dans le Wadi Sayala à 40 km de là, et ensuite on arrive à Myosormos. Donc nous y reviendrons. On a toute une phase au cours du 1er siècle après Jésus-Christ où la route est surveillée par des détachements de cavalerie, mais de façon assez légère et avec un équipement qui est assez minimal. Malgré l'absence de mobilier, il y avait très très peu de matériel, puisque là encore, nous sommes dans une phase où l'armée est extrêmement bien tenue, où on nettoie les casernements, ce qui pour les archéologues est un désastre absolu, puisqu'on a énormément de mal à reconstituer l'histoire. On n'a pas de stratigraphie dans ces bâtiments. Là, vous le voyez, il y a le fond du wadi, c'est le sol, et sur le sol, il n'y avait rien, parce qu'évidemment, ils raclaient, ils nettoyaient très soigneusement ces casernements, et ils amenaient leurs déchets sur un dépotoir qui, pour cette phase, n'est pas conservé. Donc, j'ai beaucoup de mal à dater la phase d'installation de cet ensemble. Tout ce que je peux voir, c'est qu'il a vécu un certain temps, car il y a des remaniements, on a bouché des portes, on a agrandi, on a fait des modifications. Et tout ce que je peux voir aussi, c'est que la phase finale d'occupation, qui est caractérisée par, malgré tout, et heureusement, quelques fragments de céramique qui avaient été abandonnés parce que quand ils sont partis, ils n'ont pas fait le dernier ménage, et surtout 2 monnaies de Néron qui étaient sur les derniers sols d'occupation, j'ai la certitude donc que sous Néron, ou immédiatement après, enfin dans cette période-là, le poste était encore occupé. Par comparaison avec celui du Wadi Hammamat, si ça fait partie d'un projet global, j'aurais tendance à penser que peut-être la construction remonte à la fin du règne d'Auguste ou sous Tibère, et donc ferait partie d'une première phase d'aménagement. Mais là encore, nous n'avons pas de certitude et nous ne l'aurons jamais pour cette phase ancienne. Mieux connue, bien entendu, est la phase successive qui voit la construction du fort lui-même. Donc l'établissement primitif, le poste de police en quelque sorte contrôlé par la cavalerie est situé ici, hein, et il est abandonné après le règne de Néron et lui succède peut-être assez rapidement, et là nous avons à en discuter, la construction du fort que nous voyons ici, fort dont le plan est extrêmement bien clair. Il est centré autour d'un puits, que vous voyez là, un puits qui est très très large, qui est véritablement le cœur du fort, hein, puisque c'est la raison d'être en quelque sorte. C'est un fort qui fait 56 mètres de côté environ, qui possède une porte au nord, flanquée de tours semi-circulaires. Il est défendu, comme celui de Crocodilo, aussi par 4 tours aux angles. Et nous avons le même plan qu'à Crocodilo, le même plan qu'à Didumoy, que nous verrons par la suite. Et on est, à mon avis, dans la même phase d'équipement de la route, donc je crois sous Vespasien. Aucune citerne n'a été mise au jour, ce qui pourrait indiquer que le puits donnait une eau abondante et pérenne, ce qui n'est pas étonnant dans la mesure où nous sommes dans les montagnes et qui servent d'impluvium, et nous sommes donc au bas d'un impluvium,
et la nappe phréatique doit donner de façon assez régulière. La porte était encadrée de pieds droits de grès et donnait accès donc à une cour centrale où vous reconnaissez ici un bâtiment axial comme à Crocodilo qui est en bordure du puits. Grâce à la combinaison des observations archéologiques et des données, donc vous voyez ici l'intérieur du puits, vous voyez qu'il est très large, le puits s'est effondré, il était entouré d'un mur, un escalier permettait d'y descendre. Vous voyez l'état de conservation, puisque les remparts sont conservés jusqu'au chemin de ronde, on y accède par les escaliers qui sont là. Et voici une reconstitution qui a été faite par Jean-Claude Golvin, qui est à peu près fiable, sauf que nous savons désormais que tous les forts, et il n'y a pas tellement de raison que le fort de Maximianon y échappe, étaient recouverts d'un enduit de terre et lui-même recouvert d'un enduit de chaux, et donc on ne voyait certainement pas les pierres comme on les voit là, mais on devait voir une forteresse toute blanche, car peinte jusqu'au sommet. Ça, c'est une donnée relativement récente que nous avons acquis dans des forts qui étaient mieux conservés, dans des zones ensablées, où justement cet enduit de terre et de chaux était conservé. À Maximianon, nous sommes dans des montagnes où le vent souffle beaucoup, les intempéries sont importantes, et donc, bien entendu, ces enduits de chaux sur une couche d'argile ont disparu au fil du temps, il n'en reste absolument rien. Mais donc, à cette différence près, la reconstitution est assez fiable et permet donc de se faire une bonne idée du fonctionnement de ces forts, d'autant plus que les ostracas que nous avons trouvés dans le dépotoir nous désignent précisément les bâtiments. Nous savons qu'à droite en entrant, il y avait ici un auréum, c'est le terme que nous donnent les ostracas, c'est-à-dire un bâtiment avec un pilier central où on entreposait le blé et certainement la paille et la balle et le foin pour les chevaux, que dans l'angle qui est ici se trouvait ce que les textes nous désignent comme étant le praetorium. C'est un ensemble de plusieurs pièces que vous voyez ici, avec une porte qui donne accès à plusieurs chambres. Et ce praetorium correspond en fait au logement du commandant du fort, du curator, et peut-être à ses bureaux. Et alors, c'est le seul endroit où on a trouvé un peu de mobilier archéologique, car une des pièces avait été comblée anciennement. Et ce mobilier est intéressant parce que, outre le fait, évidemment, qu'il comporte un assez grand nombre d'amphores et de vaisselle fabriquées dans les ateliers d'Assouan, il a livré aussi, ce qui est assez banal, hein, puisque c'est ce qu'on trouve dans le dépotoir, il a livré aussi plusieurs boulettes d'argile qui portent l'empreinte d'une entaille, donc d'un chaton de bague, avec un motif de cavalier. On en a trouvé 5 comme ceci, qui évidemment scellaient des documents officiels que recevait le curator et qui émanaient d'un même personnage, c'est toujours le même chaton de bague qu'on trouve, et qu'on peut vraisemblablement imaginer être le préfet de Bérénice lui-même. Donc, ce bâtiment est bien caractérisé, et puis si on retourne au plan, donc en continuant, nous avons ici un bâtiment un peu plus grand qui est la chapelle du fort, mais je ne m'étends pas dessus car certainement Michel Rédé fera un long discours sur ces questions-là. Et puis ici, donc, d'autres casernements, et dans cet angle-là, un secteur tout à fait intéressant qui est le secteur des thermes. Alors au passage, je vous fais voir évidemment l'état de conservation absolument extraordinaire, puisque nous avons le chemin de ronde qui est ici, les créneaux et les merlons qui bordaient le mur bordant le chemin de ronde, et ici l'escalier qui permettait d'accéder au chemin de ronde. Et donc dans l'angle, le dernier angle du fort, le secteur des thermes et des cuisines qui étaient reliés ensemble, qui est bien caractérisé puisque nous avons d'une part 2 pièces thermales destinées aux soldats, bien entendu, avec un frigidarium, une pièce froide comportant 2 baignoires assez grandes et une étuve voûtée par un dôme
dans lequel ces messieurs venaient se faire suer. On mettait donc un brasero. On a retrouvé un assez gros dépôt de cendres dans la pièce chaude, et donc ensuite ils se prenaient des bains dans les baignoires. Et alors, on peut voir les baignoires que vous voyez ici, hein, donc avec la porte d'entrée, et l'étuve qui est assez petite, hein, qui était couverte par un dôme. À côté de ces deux pièces se trouvait tout un ensemble de fours correspondant en fait à la cuisine du fort. C'est là effectivement que l'on faisait la farine et que l'on faisait cuire le pain, ainsi bien sûr que la nourriture. La cuisine comporte un foyer ouvert, 2 fours à pain qui sont accolés au mur d'enceinte. Vous voyez, ce sont ces fours qu'on voit là, ici et là. Et des fours qui sont faits de fondants forts accolés les uns aux autres. Dans le fort, à l'exception d'une pièce du prétorium et de la cuisine, tous les sols avaient été nettoyés et les déchets avaient été apportés régulièrement dans le dépotoir extérieur. Sa stratigraphie de ce dépotoir, donc, qui est situé ici, hein, juste devant la porte, sa stratigraphie est très complexe. Alors, rassurez-vous, là encore, je ne vais pas vous la détailler. J'avais déjà simplifié pour le lecteur de la publication que nous avons faite la stratigraphie en 129 couches qu'on peut répartir en 11 types qui se rencontrent plus ou moins fréquemment. Il y a d'abord 2 types de formations naturelles, les alluvions et les colluvions, les alluvions du wadi à la base et les colluvions qui se sont déposées lorsque le wadi a débordé. Il y a aussi des niveaux liés à la construction qui comprennent des petits sols de terre avec des foyers, des couches d'occupation, des effondrements de murs. Et au-dessus de ces niveaux commencent des rejets proprement dits, que vous voyez là, qui sont formés à la fois de nettoyage de casernement, constitués de déchets organiques, de gravier, de paille, mélangés avec des céramiques et souvent des ostracas, c'est-à-dire des textes sur un fragment d'amphore. On a aussi des couches de paille pure qui proviennent du nettoyage des écuries et qui étaient parfaitement conservées. Enfin, on pouvait encore sentir l'odeur des chevaux, en quelque sorte. Et il y a également des couches de cendres que vous voyez là, qui sont assez régulières et qui correspondent, bien entendu, au nettoyage des thermes et de la cuisine. Donc on peut suivre véritablement toute l'évolution et la vie du fort grâce à cette stratigraphie qui est extrêmement complexe, et donc j'ai essayé de créer des phases de façon à rendre l'évolution plus compréhensible. Donc il y avait aussi des dépôts d'amphores qui correspondent, je le suppose, à des moments de grand nettoyage, voire de grandes fêtes où on consommait beaucoup de vin. Donc tout ça a livré beaucoup de textes. Vous voyez ici 2 ostracas très lisibles écrits par un certain Arbekis, mais nous avons trouvé plus de 700 textes qui sont parfaitement lisibles et qui permettent de mieux comprendre l'ensemble. Donc, si on résume assez rapidement l'histoire de la formation de ce dépotoir, qui est l'histoire à l'inverse du fort lui-même, on peut voir que sur la phase d'habitation que nous avons vue du poste militaire du 1er siècle après Jésus-Christ, se déposent d'abord des colluvions. Donc il y a un petit temps d'abandon entre l'abandon de ce premier poste militaire et la construction du fort. Puis on commence à jeter les premières poubelles, les premiers déchets. Vous voyez, il se forme un monticule. Et c'est ce que j'ai appelé la phase B1, qui surtout des niveaux de gravier et de paille, plus rarement de cendres, qui se dépose à partir du dernier quart du 1er siècle après Jésus-Christ. À la fin de cette phase B1, sous le règne de Trajan, les déchets forment un monticule que vous voyez ici. Après cette phase, suit des dépôts assez réguliers d'alternance de
lentilles de paille, de cendres, parfois interrompues par des dépôts d'amphores et des couches de céramique, qui se déposent principalement au cours du règne d'Adrien. Suive ensuite une phase B3 où on a principalement des cendres rejetées par l'utilisation des thermes, et ce qui correspond d'ailleurs à ce que nous avons pu observer dans le fort, où on voit bien que les thermes ont été construits dans, non pas la phase première de construction du fort, mais après, puisqu'on a détruit des casernements pour installer les thermes. Et grâce à l'apparition, en quelque sorte, des couches de cendres régulières dans le dépotoir, on peut dater la construction des thermes du début du règne d'Adrien. Suit ensuite donc des rejets continuels de paille et de cendres vers la fin du règne d'Adrien et pendant le règne d'Antonin le Pieux. Et à partir de la phase B4 apparaît une gestion des ordures qui change un peu, puisqu'on n'a plus un entretien fréquent des casernements, mais on a de grands nettoyages périodiques et on dépose sur le dépotoir de très grosses couches qui me semblent correspondre à des moments de relève, c'est-à-dire qu'entre le moment où une équipe de soldats qui a stationné pendant un certain temps dans le désert, malheureusement les textes ne nous permettent pas de savoir quelle était la périodicité des séjours, mais c'est de toute façon plusieurs mois, peut-être une année, et donc il y a des équipes qui changent, et j'ai l'impression que quand on fait un changement, la nouvelle équipe rentrante, en quelque sorte, nettoie totalement les casernements, et c'est ce qui explique la formation de ces gros dépôts. C'est intéressant parce qu'on voit que ça change un peu, c'est-à-dire que dans la première partie du siècle, première partie du deuxième siècle, les nettoyages sont fréquents et réguliers, que dans la deuxième partie du siècle, visiblement les soldats sont moins soigneux et moins propres, et donc c'est l'équipe rentrante qui fait des grands nettoyages, et nous verrons, mais là on ne peut pas le voir dans la route de Myosormos, parce que les forts sont abandonnés à la fin du IIe siècle ou au début du IIIe siècle, mais on le voit bien sur la route de Bérénice, où les forts sont occupés pendant le IIIe siècle et jusqu'au milieu du IIIe siècle. On voit bien qu'au IIIe siècle, à ce moment-là, les soldats ne sortent même plus les ordures hors du fort, mais les laissent à l'intérieur des forts et se forment donc ce que les archéologues appellent de leur vœu, c'est-à-dire des stratigraphies de poubelles à l'intérieur des casernements, qui évidemment sont beaucoup plus confortables à fouiller parce que l'histoire est inscrite directement et non pas indirectement dans la stratigraphie. Donc là, on a affaire, je crois, à une évolution progressive où l'armée est un petit peu moins bien tenue, mais où quand même on fait des nettoyages progressifs. Alors cette phase se termine, comme notre cours d'aujourd'hui, par la phase B5, qui est caractérisée surtout par de gros dépôts de paille pure, de cendres et de vaisselle, dont le terminus postquem fiable est fourni par un ostracone très fragmentaire qui se réfère au plus tôt au règne de Marc Aurèle et de Lucius Verus, puisque c'est un ostracone où on a deux empereurs régnant en même temps, donc au minimum en 161-169, mais il n'est pas exclu que ce soit Septime Sévère et Caracalla, donc au tout début du IIIe siècle. Donc on est quelque part dans cette période, soit à la fin du deuxième, soit au début du IIIe siècle, mais certainement pas après les 10 premières années du IIIe siècle, car dans ce dépotoir, ni à l'intérieur du fort, je n'ai trouvé aucun matériel typique de la période qui suit. Et là, on voit dans la période qui suit des changements assez notables, notamment dans le type des amphores. C'est une question sur laquelle nous reviendrons. Les amphores d'origine égyptienne, que nous appelons dans notre jargon les amphores égyptiennes 3, connaissent une évolution assez notable à la fin du IIe siècle et surtout au début du IIIe siècle. Elles augmentent de volume, elles deviennent plus importantes, le bord change un peu, et ce nouveau type d'amphore ne se trouve pas du tout dans aucun des forts de la route de Myosormos et pas du tout dans le fort de Maximianon. Donc, je continue à penser que l'effort de cette route, et nous continuerons la semaine prochaine par l'effort suivant, je continue à penser que les forts de cette route sont désaffectés par l'armée romaine à l'extrême fin du IIe siècle ou au tout début du IIIe siècle.
évidemment, avec l'archéologie, on ne peut pas donner une date très précise d'abandon, à la différence de la date de construction. Mais je suis à peu près sûr de moi et je ne reviens pas sur mes opinions que j'avais publiées il y a quelques années. Donc la semaine prochaine, nous poursuivrons notre ruée vers la mer, si j'ose dire, et non pas ruée vers l'or, en voyant l'effort de Halamra, de Bir Seyala, et nous atteindrons la mer à Myosormos, et nous commencerons à explorer la route de Bérénice, qui va toujours depuis la ville de Coptos, mais en diagonale vers la mer et vers ce grand port de Bérénice qui est fouillé encore à l'heure actuelle par une équipe américaine. Je vous remercie.